vous propose maintenant d'écouter Maître Sabrina Dougados, avocate au cabinet Fromont-Briance, experte en droit de la formation professionnelle. Avec vous, Maître, on va parler du nouveau paysage de la formation professionnelle, des conséquences de cette réforme pour les entreprises et puis des impacts, bien évidemment, pour les branches professionnelles. L'objectif, c'est d'essayer de passer en revue, sans rentrer évidemment dans les différents pièges qui m'attendent. C'est évidemment pas d'aller sur un terrain glissant qui est celui du politique, ni celui trop opérationnel et trop technique de ces réformes, parce que au fur et à mesure qu'elles se succèdent, ces réformes en droit de la formation, on arrête d'ailleurs d'afficher le premier objectif pieux de simplification, même si certains encore osent l'évoquer. Non, bon, je suis un peu taquine, mais c'est vrai que je pense que la simplification, c'est pas forcément un objectif en soi. Donc il ne faut pas trop se leurrer là-dessus. C'est quand même une réforme qui est vraiment originale à plus d'un titre. Et je vais m'attacher à essayer de remettre un peu en perspective les choses avec mon œil de juriste, et notamment peut-être plus sous l'angle du droit social, d'une façon plus globale, et de regarder un peu l'ensemble des enjeux et des impacts macro, que ce soit au niveau des entreprises en leur qualité d'employeur qu'au niveau des branches professionnelles. Il est évident que c'est une réforme qui est originale à plus d'un titre. D'abord, c'est quand même la première fois qu'on a une réforme qui est portée tambour battant par les pouvoirs publics, globalement, sans vraiment trop prendre en considération, ou en tout cas d'assez loin, l'intention des partenaires sociaux. C'est la première fois. Non, mais c'est pas du tout pour. Je veux pas du tout polémiquer. De façon purement objective, quand on analyse juridiquement le phénomène de transposition par la loi du 5 septembre de l'accord national interprofessionnel qui a été signé par les partenaires sociaux le 22 février dernier, on peut se dire qu'on est peut-être là à un tournant, puisque la formation est un des premiers pans dans notre champ social jusqu'à présent géré par les partenaires sociaux. La formation en est un, mais ce n'est pas le seul. Le logement, la protection sociale, les retraites. Eh bien, la formation, peut-être, est un des pans qui, demain, ne sera plus uniquement piloté et géré quand même principalement par les partenaires sociaux. On recentre et on repositionne les partenaires sociaux, mais on confère quand même de façon inédite un rôle tout à fait prégnant à l'État. Et ça, c'est tout à fait inédit depuis notre système historique posé par cette fameuse loi Delors de 1971. La deuxième originalité de cette réforme, c'est qu'elle s'inscrit dans une temporalité qui est tout à fait inédite. Ce n'est pas une réforme pensée comme une fin en soi par des acteurs de la formation professionnelle, c'est une réforme qui s'inscrit dans une rénovation plus globale de notre modèle social. C'est peut-être la raison pour laquelle on se sent acculé par des textes qui sortent avec une certaine souffrance d'ailleurs dans la douleur, et une entrée en vigueur impérative de l'ensemble du nouveau corpus au 1er janvier 2019, avec des périodes de transition dont on se dit qu'elles vont être plus ou moins difficiles à digérer, avec des risques opérationnels pour les opérateurs, au premier rang desquels figurent évidemment les OPCO, qui n'est quand même pas neutre, et sans vouloir évidemment postuler sur l'avenir. Ça s'explique plus globalement parce que la loi Avenir professionnel, c'est le deuxième acte d'une réforme plus globale. L'acte 1, c'était les ordonnances Macron. C'est important de se le redire, parce qu'on est là dans une transposition en droit français de ce concept européen de flexi-sécurité. Les ordonnances Macron ont, pour ainsi dire, flexibilisé les relations de travail, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, à tel point que je ne suis pas certaine d'ailleurs que tous les DRH aient conscience de l'arsenal et des outils juridiques dont ils disposent pour quand même potentiellement flexibiliser ces relations de travail, compte tenu de leur situation économique, et indépendant d'ailleurs de tout motif de licenciement économique. Ils vont pouvoir quand même plus facilement rompre les contrats de travail. Voilà, donc c'est un pari qui est fait, parce que c'est le pari qui est finalement de conférer une grande confiance aux entreprises et de leur permettre de pouvoir relever ce défi de la compétitivité. Et donc, comme on a beaucoup flexibilisé, il s'agit maintenant de sécuriser les parcours professionnels. Raison pour laquelle, conceptuellement, cette loi, elle porte deux grands volets, le volet formation, mais aussi le volet réforme de l'assurance chômage. Donc, il s'agit de sécuriser les parcours professionnels. Alors, évidemment, quand on remet un peu tout ça en perspective, on se dit que c'est à fort enjeu. On comprend aussi, peut-être mieux aussi, le positionnement de ce plan d'investissement compétences, le PIC, qui confère quand même une somme importante de l'État pour financer la formation des demandeurs d'emploi. Donc on est dans cette conviction forte qu'il faut absolument transformer l'essai et faire en sorte que
de façon efficiente la formation permet effectivement d'être plus inclusive sur le marché de l'emploi et favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle. Donc on est dans ce contexte-là, et de ce point de vue-là, c'est assez, pour ainsi dire, inédit. Donc un des objectifs, c'est globalement de promettre aux entreprises de ne pas augmenter leur niveau de contribution légale, mais en matière de formation professionnelle, c'est de faire en sorte que dans ce niveau de contribution légale maintenu, on réaffecte différemment les différentes sommes pour faire en sorte de venir au soutien notamment de la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi des formations en alternance. Alors le troisième axe, il a été largement commenté. Il y a eu tout un débat autour du CPF, des intermédiaires, l'autonomie de la personne. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet-là. La vraie question de fond, c'est de se dire, est-ce que le fait qu'une personne soit tout à fait autonome et agile par rapport à ce CPF tout à fait numérisé, et supposer que tout ceci fonctionne dans le meilleur des mondes assez rapidement, est-ce que finalement la personne est la mieux placée pour se prescrire elle-même une action de formation? Alors, c'est une réforme plus globalement qui repense complètement le système et qui le met à plat. Très clairement, on a une prise en main du système par l'État, qui est incarné très certainement par France Compétences, qui est là. Donc ça, Alain l'a très bien commenté, sur la reprise de la plupart des instances, à la fois paritaires et quadripartites, qui existaient jusqu'à présent, vous les voyez dans les bulles rouges, et qui vont disparaître à partir du 1er janvier prochain. Et l'ensemble, ou la plupart, disons, de leurs prérogatives vont être reprises par France Compétences, qui sera clairement au cœur du système. Donc c'est un schéma uniquement sur les flux financiers. Globalement, pour les entreprises, ça va se simplifier puisqu'on va avoir une collecte de vos contributions qui va effectivement être confiée aux URSSAF. Donc facialement, même sans parler du back-office, facialement ça se simplifie. L'ensemble de ces contributions vont être reversées à France Compétences. Il y a un point qui me paraît fondamental et qui a un impact très fort sur l'ensemble d'ailleurs du tissu économique, c'est la fongibilité intégrale dès le premier euro de collecte de tous les fonds. Et ça, c'est très important parce que ça signifie, particulièrement sur l'alternance, que la taxe d'apprentissage et l'enveloppe professionnalisation de la contribution unique actuelle vont être rendues fongibles. Et fongibles sur l'ensemble du territoire national, tout secteur d'activité confondu. Imaginez-vous la manne financière que cela représente. Tout ceci, au sein de France Compétences, va être redistribué entre les différents acteurs financiers que vous avez dans les différentes bulles, dont l'OPCO, évidemment, figure, est un des principaux financeurs, pour ne pas dire le principal financeur de l'alternance, qui est un des axes essentiels de cette réforme, ce qui signifie que l'OPCO, demain, sur cette logique de financement au contrat, mais aussi de financement, d'ailleurs, des dépenses d'investissement des CFA, sera donc le principal acteur de financement au soutien de l'apprentissage, en substitution quasi totale des régions. Certes, les régions auront un rôle d'appui financier complémentaire, mais tout à fait résiduel quand on regarde quand même les sommes annuelles globales dont seront dotées les régions pour venir au soutien du financement des CFA. Donc on est quand même sur un rôle tout à fait résiduel des régions en matière d'apprentissage. L'objectif là du gouvernement n'est pas de désintermédier totalement, ça c'est réservé uniquement au sujet du CPF, mais c'est de recentrer le périmètre des opérateurs de compétences. Aujourd'hui on a 20 OPCA, l'objectif c'est de les réduire à peu près de moitié et de faire en sorte qu'on redéfinisse leurs missions qui ne seront plus uniquement des missions financières, celles-ci étant d'ailleurs recentrées principalement sur l'alternance, vous l'aurez bien compris, et plus globalement le plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés. L'objectif aussi, en introduction, ça a été très judicieusement rappelé, c'est des missions de service qui sont attendues de ces opérateurs de compétences ainsi renommés. Le C de collecte disparaît, au passage, le P de paritaire aussi. La symbolique est forte, même si bien évidemment ces OPCO demeureront des opérateurs créés et gérés par les partenaires sociaux. C'est désormais sous contrôle de l'État, d'ailleurs très justement incarné par la présence d'un commissaire du gouvernement dans vos conseils d'administration, nous dit l'actuel projet de décret relatif au fonctionnement des OPCO. Donc on le voit bien quand même, il y a une volonté très forte de mettre un peu sous cloche le système quand même de gestion de la formation professionnelle à tous les niveaux, une mise sous cloche qui est évidemment assez bien incarnée d'ailleurs par le rôle et le positionnement de France Compétences. Quelles conséquences pour les entreprises? Là aussi, vous m'en excuserez du propos très macro,
pas trop rentrer dans le détail. Je pense quand même qu'au niveau des entreprises, il y a des opportunités énormes de s'approprier cette réforme. Et peut-être d'ailleurs au travers de négociations d'accords collectifs, de pouvoir mieux adapter les dispositifs juridiques existants compte tenu de leur politique de formation actuelle. À mon sens, on va vers un clivage très fort entre les entreprises qui faisaient déjà très bien en matière de formation professionnelle, qui vont s'approprier cette réforme pour faire encore mieux, et celles qui faisaient moyennement, voire pas du tout, qui étaient pour certaines d'entre elles accompagnées par leur OPCA, notamment les entreprises de moins de 300 salariés, et sur lesquelles, à mon sens, il pèse... Alors, le ministère du Travail vous dirait c'est un pari, c'est un défi. Moi, je pense que c'est quand même un gros risque. Après, j'ai aussi ce regard de juriste, parce que j'ai aussi des entreprises qui viennent me voir et qui ne sont pas très vertueuses, peut-être en matière de formation professionnelle, mais il y a évidemment un très fort risque de désengagement d'un certain nombre d'entreprises, en particulier les PME, qui consistera à dire, si vous m'expliquez que je n'ai plus de logique d'optimisation financière, je vais clairement réduire drastiquement mon plan de formation. D'autant que, à côté de cela, on va expliquer à l'entreprise que globalement, la façon de gérer la formation dans l'entreprise demain est libéralisée. Beaucoup plus simple, moins de contraintes juridiques. Donc quand on explique à l'entreprise que malgré tout, le fondement légal qui n'a pas été modifié dans le Code du travail et qui exprime très clairement le fait que les entreprises continuent d'avoir cette obligation immanente que d'assurer l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs, eh bien vous avez un certain nombre d'entreprises qui vous disent « c'est entendu, je fais donc de la gestion de risque, je suis prêt à provisionner des sommes si j'ai un risque de contentieux prud'homal parce que j'aurais éventuellement pas suffisamment ou insuffisamment formé mon collaborateur, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre ». Évidemment, toutes les entreprises, et on se le souhaite, n'auront pas cette réaction-là, mais c'est quand même, à mon sens, une réalité qu'il ne faut probablement pas écarter totalement. Alors, sur l'alternance, Alain en a bien parlé. Évidemment, l'ensemble des règles sont modifiées pour faciliter, encourager les entreprises à recruter davantage d'apprentis. Donc, c'est à toutes les périodes de la vie du contrat d'apprentissage qu'on simplifie les règles. Au moment de la signature du contrat, au moment de l'exécution, au moment de la rupture du contrat. Au passage, on a évidemment élevé le niveau d'âge maximal pour l'apprenti. 25 ans révolus aujourd'hui, 29 ans. Demain, donc on le voit, on est quand même dans une logique d'allègement des contraintes, on lève les verrous et on fait en sorte au passage d'ailleurs d'aligner l'essentiel des règles du contrat d'apprentissage sur celles qui sont aujourd'hui applicables pour les contrats de professionnalisation, à tel point qu'on peut se demander si ce ne sera pas la réforme d'après que de fusionner ces deux formes de contrats. Il y a une possibilité qui est offerte aux entreprises de créer leur propre CFA. Avec... Là encore, on voit bien la perfidie de ces textes législatifs. Accessoirement, quelque chose qui est écrit là dans la loi qui interpelle, puisque lorsque l'entreprise créera son propre CFA, elle aura la possibilité de ne pas verser sa taxe d'apprentissage aux URSSAF et de financer au travers de cette taxe les dépenses de fonctionnement de son service interne. Bon. Au-delà de ça, il y a quand même un sujet effectivement autour de le nouveau modèle économique des CFA, puisqu'aujourd'hui un CFA a l'obligation stricte d'avoir des comptes à l'équilibre, c'est-à-dire de ne pas dégager de marge, sinon il y a un principe d'écrêtement auprès des régions. Ça sous-tend évidemment toute logique de la logique actuelle, qui est une logique de subventionnement par les régions. Demain, on bascule dans un autre modèle. Donc j'ai absolument aucun jugement de valeur là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que ça ébranle peut-être un peu le principe de mission de service public, mission d'intérêt général, qui était aujourd'hui assumé par les CFA. On avait des jurisprudences assez constantes qui venaient nous dire qu'un organisme gestionnaire de CFA assumait bien une mission de service public quand elle développait de l'apprentissage. Je pense que ces fondements-là sont réinterrogés, de même que d'ailleurs le régime d'exonération de TVA sur l'activité d'apprentissage, de plein droit aujourd'hui. Je pense que demain, évidemment, il a vocation à être finalement aligné sur les mêmes règles que celles qui sont applicables aux organismes de formation de droit privé, puisqu'on nous dit que l'apprentissage, demain, rentre dans le champ de la formation professionnelle et que, de facto, l'ensemble des opérateurs, des CFA, deviennent régis par les mêmes règles, seront régis par les mêmes règles que celles qui régissent les organismes de formation de droit privé. Donc, la modification, de ce point de vue-là, elle est structurelle et elle est très importante
pour pas employer un autre mot plus affolant, mais enfin, pour les CFA d'aujourd'hui, c'est quand même une mini-révolution, cette affaire-là. Et c'est pas qu'une affaire de coût-contrat, c'est-à-dire que globalement, c'est tout leur modèle économique qui est remis en question, avec en plus, du coup, une concurrence vive, un peu agressive du jour au lendemain, puisqu'on nous explique que dès le 1er janvier 2019, les partenaires pédagogiques, voire les clients actuels des CFA pourront développer cette activité par leurs propres moyens. Voilà, donc ça, quand même, ça repose un peu le sujet du sourcing, parce qu'en fait, le nerf de la guerre demain, ce sera la capacité pour un CFA à attraire et à trouver à la fois des apprentis et évidemment des entreprises qui sont susceptibles de les embaucher. On renomme le plan, certes, de formation. On remet surtout complètement à plat les règles actuelles de départ en formation de vos collaborateurs. Et ça, c'est peut-être une des mesures les plus structurantes, il me semble, du point de vue de l'entreprise. Aujourd'hui, toute entreprise a l'obligation de catégoriser ses actions du plan pour chaque départ en formation. Et en fonction de cette catégorisation qui est faite, je n'ai pas le même régime juridique de départ en formation. L'adaptation au poste et le maintien d'emploi, c'est nécessairement du temps de travail effectif. Le développement des compétences peut faire l'objet d'un départ en formation hors temps de travail, dans la limite de 80 heures par an par salarié, et avec le versement d'une allocation de formation pour indemniser, on va dire, l'effort consenti par le salarié à se former en dehors de son temps de travail. Je ne vous parle pas des engagements écrits à prendre avant le départ en formation quand on est en catégorie 2. Tout ça a été de l'apanage de vos responsables formation. Tout ceci disparaît au 1er janvier prochain. On met tout ça à la poubelle. Et désormais, le nouveau distinguo qui va finalement être un peu la courroie qui va vraiment structurer, à mon sens, vos plans, c'est cette notion de formation obligatoire, puisque cette notion de formation obligatoire, elle est structurante à 2 niveaux. D'abord parce qu'elle va impacter la façon dont vos collaborateurs vont pouvoir se former, sur ou hors temps de travail, et ensuite parce qu'elle va avoir un impact très décisif au moment de la réalisation des entretiens renforcés tous les 6 ans. Donc, formation obligatoire nécessairement pendant le temps de travail, non obligatoire, on peut potentiellement les suivre en dehors du temps de travail. Et sur ce sujet-là, la loi invite les partenaires sociaux à négocier un accord collectif pour définir le plafond des heures qui pourra être réalisé en dehors du temps de travail. Si on n'a pas d'accord, c'est la règle subsidiaire qui s'appliquera, qui est prévue par la loi, c'est-à-dire 30 heures par an et par salarié. 30 heures par an, c'est moins favorable que les 80 heures aujourd'hui qui sont prévues dans la loi. Donc c'est assez illustratif de ce que le législateur invite les partenaires sociaux à négocier un accord sur le sujet. Évidemment, tout dépend du contexte, du contenu, et c'est la responsabilité des partenaires sociaux que de s'approprier ces nouvelles règles pour évidemment envisager un accord qui soit le plus adapté par rapport aux pratiques de formation dans l'entreprise. Il est évident qu'avec le développement des formations digitales, notamment, il est quand même compliqué de se dire qu'on fait fi de cette possibilité-là et qu'on va considérer qu'il n'y a pas d'espace pour permettre le développement de formations hors temps de travail. N'attendez pas de la loi ni du décret qu'il vous fasse une liste des formations obligatoires. Donc après, ça c'est de la responsabilité d'ailleurs des partenaires sociaux, quel que soit le niveau, de s'engager ou pas dans un travail réflexif pour s'interroger s'il est opportun, intéressant d'identifier ces formations obligatoires ou pas pour essayer de développer des bonnes pratiques. Ce qui est certain, c'est que sur ce sujet-là, là aussi j'ai évidemment un regard un peu déviant, mais qui est celui du juriste, salariés et entreprises, vous avez tous intérêt quand même à homogénéiser vos pratiques. Parce que sur un même secteur professionnel, des entreprises qui n'ont pas les mêmes pratiques et qui n'ont pas la même acception de cette notion de formation obligatoire, là vous avez un risque très fort quand même de contentieux notamment. Et puis au-delà du contentieux, un risque fort de contestation forte et de frustration et d'insatisfaction. Donc la loi, elle pose une définition légale de ce qu'est une formation obligatoire. Donc la formation obligatoire, elle est définie par la loi comme une formation qui est nécessaire, requise pour l'exercice d'une fonction ou d'une activité en application d'une convention internationale ou d'un texte législatif ou réglementaire. C'est entendu comme une formation qui est nécessaire, indispensable, sans laquelle on ne peut pas tenir le poste de travail. Ça, c'est la définition légale. Voilà, il vous appartiendra clairement d'avoir une analyse un peu plus poussée
de savoir si les formations obligatoires, ce sont les formations dites réglementaires, et ou si ça embarque aussi les actions d'adaptation au poste de travail et de maintien dans l'emploi. Avec des enjeux à la clé qui ne sont pas négligeables, hein, ou indépendamment de la question de savoir si je peux me former pendant ou hors temps de travail, c'est surtout la question de savoir quelle typologie d'action je peux comptabiliser tous les 6 ans au titre des entretiens renforcés. L'aménagement des entretiens professionnels, là aussi, il y a des possibilités d'ajustement par voie d'accord collectif qui ne sont quand même pas négligeables, puisque les entreprises vont pouvoir ajuster la périodicité de ces entretiens par accord collectif. Aujourd'hui, le rythme, il est, de par la loi, biennal tous les 2 ans. Et puis, par voie d'accord, les partenaires sociaux vont pouvoir aussi modifier les critères qui doivent être appréciés au cours des entretiens renforcés. Je dis bien les critères qui doivent être appréciés. Vous savez, ces fameux 3 critères qui doivent être vérifiés, une formation, une certification, une mesure de progression, salariale ou professionnelle. Il ne s'agira pas, évidemment, par voie d'accord, d'essayer de contourner la nouvelle sanction financière qui a été confirmée, qui est de 3 000 € par salarié concerné, dès lors qu'il n'aurait pas bénéficié d'au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans. Donc, tout le sujet, quand même, sur la gestion formation là, dans les entreprises, c'est de s'interroger assez rapidement, quand même, pour ne pas dire d'ici le 1er janvier prochain, quels sont les contours de ces formations obligatoires versus ces formations non obligatoires et comment on se les approprie au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise pour évidemment permettre, on va dire, un développement des pratiques de formation de façon autant que faire se peut sécurisée d'un point de vue juridique. Sur le CPF, alors le CPF a supposé que tout le monde soit parfaitement autonome et agile et qu'il n'y aura plus de fracture numérique et que nos 14 millions de concitoyens qui aujourd'hui ne sont pas dotés d'Internet le seront demain, et bien même à supposer tout ceci, il est assez certain qu'au vu de la monétarisation des compteurs CPF, il va très probablement y avoir de typologies très structurantes, de types de consommation, si j'ose dire, de CPF. Les formations courtes, peu onéreuses, pour lesquelles un collaborateur pourra mobiliser tout seul, comme un grand, son CPF de façon tout à fait autonome. Et puis les autres formations pour lesquelles le sujet reste le même. C'est des formations diplômantes, des parcours certifiants pour lesquels l'entreprise, d'ailleurs, est encouragée à nouveau par cette loi Avenir Professionnel à développer des logiques de co-investissement. Et la loi encourage encore plus que la précédente les entreprises et les branches à négocier des accords collectifs. Mais elle vous renvoie à une responsabilité accrue sur le sujet, puisque concrètement, on vous explique par le menu que c'est bien de développer des logiques de co-investissement, par contre, il faudra les assumer financièrement. C'est-à-dire plus de financement sur les fonds légaux. Mais par contre, au contraire, il faut pouvoir envisager de développer ces logiques de co-investissement dans une logique évidemment de valorisation des compétences au travers de la reconnaissance et l'obtention d'une certification professionnelle. Et donc là, il y a beaucoup d'éléments dans la loi qui sont développés autour de cela et autour de la possibilité pour une entreprise, un groupe ou une branche de négocier un accord collectif sur ces sujets. Le taux de la contribution légale n'est pas augmenté et les entreprises qui étaient exonérées de la taxe d'apprentissage hier, de façon totale ou partielle, notamment pour les établissements qui sont situés en Alsace-Moselle, le seront toujours demain. Alors les impacts pour les branches. Il y aurait énormément de choses à dire. Alors j'ai pris le parti d'essayer de faire des choix. Compliqué de parler de ce sujet qui est éminemment un peu sensible, pour pas dire beaucoup en ce moment. On est dans un contexte plus global de réduction des nombres des branches professionnelles. Donc il est évident que dans ce contexte plus global de réduction des nombres des branches professionnelles, le fait d'imposer parallèlement la réduction du nombre des opérateurs de compétences tend énormément les partenaires sociaux. Et c'est bien normal, même si le ministère du Travail vous promet que ce n'est pas le même sujet et que ça n'a rien à voir. Ça n'a peut-être facialement rien à voir, mais enfin, on est quand même dans cette tendance de fond de vouloir réduire le nombre des interlocuteurs à tous les niveaux. Alors, il est évident que c'est par contre important de le rappeler, c'est pas parce qu'on aura évidemment plusieurs branches dans un seul et même opérateur de compétences, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le dessin, qu'on n'aura qu'une seule et même politique de branche. Bien évidemment, non. On a bien un resserrement du périmètre du nombre des opérateurs de compétences, l'objectif étant que cet opérateur de compétences joue quelque part ce rôle d'assistance
à maîtrise d'ouvrage auprès de chacune des branches qui seront logées en son sein. C'est comme ça qu'a été conçue cette réforme. Sur les prérogatives des branches, on a une réaffirmation de leur rôle dans le domaine de la certification, dans le domaine de l'alternance. D'ailleurs, de façon très concrète, et très prochainement, qu'on vous demande de déterminer des niveaux de prise en charge. J'avoue que j'ai pris connaissance du projet de décret sur la façon de faire. Je vous avoue que j'ai plus de questions que de... Voilà, il y a un petit travail à faire là, et puis c'est assez prochainement, puisque c'est d'ici le 1er février prochain. Bon, sachant que les recommandations de France Compétences viendront après. Hein. Faites d'abord le truc. Et puis on réaffirme votre rôle, le rôle des branches, des partenaires sociaux à ce niveau-là, en matière de GPEC, ce qui n'est pas nouveau. Un dernier point sur les rôles des instances paritaires au niveau de la branche. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la loi qui sont décrites à propos des CPNE, ni d'ailleurs beaucoup à propos des observatoires. Et pourtant, quand on regarde de plus près les textes, notamment les projets de décret, évidemment le rôle de la CPNE est totalement et complètement réaffirmé, notamment parce que d'ailleurs c'est pas nécessairement par accord collectif que les niveaux de prise en charge devront être déterminés. On dit bien que c'est les CPNE et à défaut les CPB. Alors CPB qui sont au passage devenus les CPNI, mais enfin ça c'est peut-être la DGEFP qui échange moins avec la DGT. C'est un détail, mais c'est vrai qu'on le voit bien, la CPNE a un rôle qui est parfaitement réaffirmé dans le domaine de l'alternance notamment, et puis plus globalement évidemment en articulation avec les nouvelles prérogatives de l'OPCO et donc du conseil d'administration de l'OPCO. Sur le sujet de l'observatoire, des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications professionnelles, il est quand même intéressant de relire les quelques articles qui figurent dans la loi. On réaffirme malgré tout que les observatoires sont le vivier, le cœur du réacteur sur ces travaux, notamment statistiques et ces études sur les évolutions prospectives à court et moyen terme. Donc là, de ce point de vue-là, on a clairement un maintien des règles actuelles. On a l'évocation du fait que France Compétences devra jouer un rôle de coordinateur de l'ensemble des travaux qui seront produits par les différents observatoires de branche. Ce qui est intéressant, l'idée, c'est d'essayer de développer une logique peut-être de méthodologie commune à l'ensemble des travaux qui sont réalisés par les observatoires, parce qu'un des constats qui avait été d'ailleurs réalisé par un rapport du CEREC à l'époque qui est assez intéressant, qui était de constater que une des problématiques quand même de la difficulté d'exploiter les travaux des observatoires, c'était très basiquement que chaque observatoire crée sa propre méthodologie, ses propres outils, et notamment s'agissant d'éléments statistiques, c'est évidemment difficile après de consolider tout ça au niveau secteur, au niveau sectoriel, voire au niveau national. Voilà, donc tout ceci pour dire qu'on le voit, l'opérateur de compétences aura bien sur ce champ-là un rôle, je dis un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. À mon sens, c'est en ce sens-là qu'il faut bien entendre ce rôle d'appui technique auprès des branches. Il sera plus uniquement le financeur des frais de fonctionnement d'un observatoire. Hein. Potentiellement, il pourra venir en appui de ces travaux, dans la mesure où la reconfiguration du périmètre de l'OPCO aura vocation, dans une logique de cohérence du champ, de travailler pour plus de branches qu'aujourd'hui. C'est comme en perspective l'objectif de la réforme. Eh bien, l'idée, c'est de développer ce service d'appui à l'intention de l'ensemble des branches qui seront logées au sein de cet opérateur de compétences.